Salut tout le monde. Alors j'avais beaucoup de boulot cette semaine à côté de YouTube, donc j'ai pas eu le temps de lire quoi que ce soit de sérieux, et du coup je me suis dit qu'on allait faire un truc un peu différent qui serait facile à produire, et c'est un format un peu neuneux, hein, mais qui devrait quand même permettre de clarifier quelque chose qui me semble importante, et donc tout simplement je vais répondre dans l'épisode d'aujourd'hui à quelques commentaires récents que j'ai reçus, notamment suite à ma vidéo sur Rochdy et Baptiste Marchais. Alors il y aura des trucs pas sérieux du tout, des commentaires pas sérieux du tout, mais il y aura aussi quelques vraies questions où on va parler de philo sérieusement, ou en tout cas évoquer quelques auteurs. Et donc pour commencer, j'ai ce premier commentaire de Feu Follet auquel je voulais réagir, qui nous dit « Je suis tranquille, vu le mépris et l'autosatisfaction des commentaires, la gauche n'est pas prête de trouver son Jordan Peterson. » Alors je suis à moitié d'accord avec Feu Follet, c'est-à-dire qu'effectivement, moi aussi, quand je lis certains commentaires en dessous de mes vidéos, je suis un peu mal à l'aise, parce que y a des insultes, des trucs un peu, voilà, agressifs, qui, à mon avis, servent pas à grand-chose, y compris le ricanement, moi c'est quelque chose que j'essaie d'éviter. D'ailleurs, par le passé, j'ai pu faire des vidéos qui étaient un peu sur ce ton-là, et c'est quelque chose que je referai pas forcément aujourd'hui. J'essaye vraiment de lisser au maximum le ton, parce que je pense que ça dessert le propos, en fait, quand on est dans la rigolade et dans la moquerie. Tout cela étant dit, la référence à Jordan Peterson, là je suis moins convaincu, c'est-à-dire que pour moi Jordan Peterson c'est pas du tout incroyable, je sais que c'est quelqu'un qui est extrêmement populaire dans le monde anglo-saxon, qui est très très reconnu, et adulé notamment plutôt du côté droit de l'échiquier politique. Pour avoir lu un peu Jordan Peterson, je trouve pas ça incroyable. Je dis pas que c'est nul, hein, mais bon, ça me semble pas transcendantal, enfin je suis pas sûr que ce sera une référence de long terme, philosophiquement parlant. C'est le développement personnel, et on va y venir, hein, le développement personnel, je pense que c'est important par certains aspects, mais bon, au-delà de ça me semble pas être une sommité intellectuelle. Il a quelques références intéressantes, il fait beaucoup référence à Jung par exemple, mais bon, ça s'arrête là, quoi. Je pense pas que ce soit quelqu'un de si exceptionnel que ça. Alors après ça, on a deux commentaires un peu négatifs auxquels je voudrais réagir aussi, qui me disent, alors donc il y a le commentaire de Guillaume qui me dit tu n'as pas lu le livre de Rochdy, et dans la même veine, il y a le commentaire de Dorian qui dit qu'avez-vous lu de son livre, mis à part son titre, car vous n'avez rien compris à la pensée de Rochdy. Alors, la première chose à dire, c'est que j'ai lu plus que le titre. Là, le bouquin auquel il fait référence, c'est Sur Homme et Sous-Homme. C'est le dernier bouquin de Rochdy, je l'ai pas lu intégralement, ça c'est vrai. Je l'ai parcouru. En revanche, j'ai lu plus que le titre, et surtout, j'en ai pas tellement parlé du bouquin en fait. Donc c'est un peu étrange de venir se voir reprocher de ne pas avoir lu son livre dans une vidéo qui ne traite pas de son livre. Et si à l'avenir je fais une vidéo sur ce livre, je le ferai en ayant lu le livre intégralement. Mais c'est pas prévu pour l'instant. J'ai pas forcément le temps de lire tout ce que je veux, et si tu veux, entre Marc Aurèle, ou Spinoza, ou Blaise Pascal, et Julien Rochdy, sans lui faire offense, le choix est vite vu. Bon, à part ça, y a pas d'argument, quoi. Il dit j'ai rien compris à la pensée de Rochdy, mais il m'explique pas en quoi j'ai rien compris à la pensée de Rochdy. Moi je pense que j'ai plutôt bien compris la pensée de Rochdy. Enfin bon, passons à un nouveau commentaire. Il y aura pas que du haineux, hein, mais je voulais en mettre quelques-uns aussi dans la vidéo pour vous montrer un peu, voilà, qu'il y a quand même des gens qui sont réfractaires à mon discours, alors que mon discours est quand même plutôt diplomatique, poli, argumenté, etc. Donc on a ce troisième commentaire, enfin ce quatrième commentaire du coup, il vient de Léandro qui dit « Analyse merdique, le pleutre de la vidéo qui commente est réellement philosophe, ou il est philosophe comme Gros Tabenet est historien ». Gros Tabenet, si vous avez pas compris le jeu de mots, c'est une référence à Nota Bene, donc qui est un vidéaste qui parle d'histoire. Alors, bon, au-delà du fait qu'il n'y a pas d'argument pour justifier le fait que mon analyse serait merdique, moi il y a plusieurs choses qui m'interpellent là. Bon, déjà il m'appelle pleutre, ça c'est pas très important, et ça arrive de temps en temps d'ailleurs, hein, qu'on me traite de lâche, ou de couard, ou de pleutre. Moi je fais juste remarquer que j'ai mis ma gueule sur ma chaîne, et j'ai mis mon nom, hein, c'est mon identité, Noé Jacomel. Donc est-ce que c'est si lâche que ça de faire ça? Je suis pas sûr, et je suis pas sûr que Léandro Mallet ce soit vraiment ton nom, Léandro. Sur le reste de ton commentaire, c'est une question qui peut se défendre, est-ce que je suis réellement philosophe ou pas? Je soulignerais déjà avant tout que, en fait, Julien Rochdy, que t'as l'air de défendre dans ce commentaire, n'est pas philosophe non plus, il a pas de diplôme en philosophie, il fait pas de recherche en philosophie, donc si c'est comme ça qu'on définit un philosophe, et je pense que c'est un peu comme ça qu'on peut le faire, non, il est pas philosophe, et moi non plus. C'est jamais quelque chose que j'ai prétendu être. Je n'ai pas fait d'études de philosophie, j'ai lu de la philosophie et j'ai étudié entre guillemets de la philosophie en parallèle de mon cursus académique, donc j'ai pas de diplôme en philo, je ne fais pas de recherche en philo, je me suis jamais prétendu philosophe. Tu noteras ça, c'est important. Par ailleurs, moi ce qui m'intéresse, au-delà des diplômes, c'est surtout la pertinence du propos, et c'est sur ça que je juge Julien Rochdy. Julien Rochdy, quand il parle de philo, il est pas carré, il est pas académique, je l'ai démontré plusieurs fois en vidéo, dans la première que j'avais faite avec Etchegadius, dans une plus récente que j'avais faite où il parlait de matérialisme, de capitalisme et de communisme, et c'était très bancal. Oui, il y a 2-3 références, mais en fait ça va pas très loin, c'est très en surface. Donc moi c'est ça que je reproche à Julien Rochdy en fait, c'est qu'il traite la philo de manière extrêmement superficielle, qui fait un travail très scolaire et un peu bateau, et je trouve pas ça très intéressant. Voilà. Donc à toi de te faire ton opinion, mais essaye un peu de sortir de ton carcan idéologique, c'est pas parce que je suis pas d'accord avec toi politiquement que forcément ce que je dis c'est n'importe quoi. On passe à des trucs moins négatifs avec cette question de Zélian, qui est un de mes modos Discord, donc salut Zélian, qui m'a posé une très bonne question, qui va nous permettre de parler un peu de philo, parce que ce sera plus intéressant que ce qu'on vient de voir là. Mais donc Zélian nous demandait, est-ce que Spinoza se place face aux philosophes humanistes? Quels sont les philosophes dont il parle dans ta première citation? Merci. Donc la citation dont Zélian parle, c'est donc le début de la préface de la 3e partie de l'éthique. Je vais vous repasser l'extrait rapidement pour que vous compreniez de quoi on parle. Quand on lit la plupart des philosophes qui ont traité des passions et de la conduite des hommes, on dirait qu'il n'a pas été question pour eux de choses naturelles, réglées par les lois générales de l'univers, mais de choses placées hors du domaine de la nature. Ils ont l'air de considérer l'homme dans la nature comme un empire dans un autre empire.
À les en croire, l'homme trouble l'ordre de l'univers bien plus qu'il n'en fait partie, il a sur ses actions un pouvoir absolu, et ses déterminations ne relèvent que de lui-même. S'il s'agit d'expliquer l'impuissance et l'inconstance de l'homme, il n'en trouve point la cause dans la puissance de la nature universelle, mais dans je ne sais quel vice de la nature humaine, de là ses plaintes sur notre condition, ses moqueries, ses mépris, et plus souvent encore cette haine contre les hommes. Et donc en fait, pour répondre à la question de Zélan, c'est un peu dur de savoir précisément de quel philosophe Spinoza parle à ce moment, parce que c'est pas précisé dans le texte. Ce qui peut nous aiguiller en revanche, c'est la suite de la préface, et notamment dans la traduction récente de Maxime Rovert, parce qu'elle est annotée, et donc il y a des précisions qui sont faites sur les références de Spinoza. Ce qui est sûr déjà, et on va le voir juste après, c'est que Descartes est mentionné dans cette préface, et même critiqué d'ailleurs, mais il y a également une phrase importante que j'aimerais vous lire, et celle-ci explique que, je cite, ce n'est pas à dire que des auteurs éminents, dont j'avoue que les travaux et la sagacité m'ont été très utiles, n'aient écrit un grand nombre de belles choses sur la manière de bien vivre, et n'aient donné aux hommes des conseils pleins de prudence. Mais personne, que je sache, n'a déterminé la véritable nature des passions, le pouvoir qu'elles ont sur l'âme est celui dont l'âme dispose à son tour pour les modérer. Donc ici, les références possibles, c'est notamment Cicéron, Sénèque, Diogène Laërce, mais aussi Augustin, Léon l'Hébreu, Descartes, Hobbes. Il faut également inclure Aristote, Épictète, Erasme, Peter de la Cour, Cornert et Göllings. Les trois derniers, c'est des références un peu plus obscures, c'est des auteurs qui sont situés à peu près temporellement à la même période que Spinoza dans les Provinces-Unies, donc ce qui correspond aux Pays-Bas d'aujourd'hui. Donc voilà qui répond un petit peu à ta question, Zélian, et puisqu'on est sur un point qui traite de la philo, je voulais m'attarder un peu et vous lire ce que dit Spinoza dans cette préface sur ce qu'il considère être l'erreur de Descartes quant à la question des affects. Je cite. Et bien sûr, je sais que le très célèbre Descartes, même s'il a cru que l'esprit avait sur ses actions une puissance absolue, ne s'en est pas moins appliqué à expliquer les affects des hommes par leur cause première, ainsi qu'à montrer en même temps par quelle voie l'esprit peut avoir sur les affects un empire absolu. Mais il n'a rien montré d'autre, du moins à mon avis, que la subtilité de son noble caractère, comme je le démontrerai en son lieu. Donc ici on a un peu une critique faite par Spinoza de Descartes. En fait tout ça c'est lié à un débat sur la glande pinéale, donc il y a une glande dans le cerveau, à laquelle Descartes attribue le pouvoir justement du libre arbitre. Je grossis le trait, mais en gros c'est ça le débat. On passe à une question qui me semble assez importante aussi, même si elle est moins pointue philosophiquement, mais donc t'as Tim Guinness qui nous demandait comment ça se fait que la gauche s'en fout de ça. En fait là je pense qu'il fait référence à ce que j'évoquais dans ma vidéo sur le développement personnel, puisque dans la vidéo récente sur Rochdy et Baptiste Marchais, je disais que en fait la gauche, en tout cas pour grande partie, la gauche avait un peu laissé de côté cette question du développement personnel, et que à mon avis c'était un peu dangereux parce qu'elle était récupérée par la droite, qui du coup ramène dans ses filets, et c'est ce que disait un commentateur dans la vidéo, tout un tas de jeunes qui sont un peu en perte de repères, notamment des jeunes garçons, des jeunes hommes, et moi je pense que c'est pas forcément un gros mot, le développement personnel. Évidemment, à gauche, et pour répondre à ta question, à gauche on a peur de ça parce que, enfin on a peur, on s'en méfie parce que souvent c'est quelque chose de très mercantile. T'as beaucoup de gens qui vont avoir des business un peu genre coach de vie, qui vendent des formations, etc. Et donc il y a quelque chose d'un peu sale, parce qu'à gauche souvent on se méfie du business, on se méfie de l'appât du gain. À juste titre, hein. Mais sauf qu'en fait c'est pas uniquement ça, c'est-à-dire que le développement personnel, ça, c'est un rôle, et c'est ce que je disais, c'est un rôle qui peut être joué par la philosophie, et qui devrait, à mon sens, être joué par la philosophie. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est moqué régulièrement, par exemple des gens comme Paduring ou Position Revue, que j'aime bien, ils aiment bien titiller un peu les spinozistes en disant que Spinoza c'est le développement personnel. Parce que Spinoza s'inscrit dans une tradition qui est aristotélicienne, de ce qu'on appelle le démonisme, et le démonisme, en fait, c'est ce courant de la philosophie morale qui dit que le but de l'éthique, le but de la philo-morale, c'est d'atteindre le bonheur. Et donc c'est une philosophie morale qui est un petit peu plus individualiste que ne peuvent l'être d'autres courants comme le conséquentialisme, et qui évidemment s'inscrit un petit peu en faux sur ce point-là, par rapport à tous les courants dérivés du marxisme qui sont beaucoup plus collectivistes. Moi je pense que c'est important qu'il y ait une pluralité des discours à gauche, et je pense que c'est important que la gauche n'abandonne pas ça à la droite. Mais je lirai un peu plus loin un commentaire qui porte un peu là-dessus, vous verrez, on rentrera dans le détail. Et après ça, donc on a un double commentaire, enfin plus exactement un commentaire et une réponse. Cette fois le commentaire est négatif, c'est un commentaire de Eminem de Port, très bon pseudo, qui nous dit « Est-ce que le YouTube français a vraiment besoin d'un pas d'urine Eco+. » Et on a Robert Dupont 007 qui lui répond, il nous défend un peu, le YouTube français a besoin de youtubeurs qui ont lu les auteurs qu'il cite en tout cas. Alors déjà j'ai envoyé cette capture d'écran à Paduring et ça l'a fait un peu marrer. Et je pense qu'il faut vraiment ne pas avoir regardé nos contenus respectifs pour penser que on fait des choses vraiment similaires. On n'est pas tout à fait sur la même ligne, hein. Alors évidemment on est du même côté de l'échiquier politique avec Paduring, enfin lui il est quand même vachement plus orienté sur justement tous les courants qui sont dérivés du marxisme, et moi c'est moins mon cas. Cela dit évidemment ça m'intéresse, parce que Marx je pense que c'est un poids lourd de la philosophie politique, et donc c'est pour ça que j'invite, comme le fait Paduring, Position Revue sur ma chaîne, parce que je trouve que c'est intéressant de parler du marxisme. On a aussi d'ailleurs des accords avec Paduring, et c'est arrivé qu'on en parle en privé sur Twitter. Enfin voilà, c'est pas très important, mais je trouvais ça amusant de vous montrer ça, parce que voilà, c'est aussi bien, je pense, de montrer un peu l'envers du décor, de savoir, et encore, hein, je vous montre pas les pires trucs, mais voilà, faut bien réaliser que quand vous faites une vidéo qui fait ne serait-ce que quelques milliers de vues, vous allez recevoir beaucoup de commentaires, et en fait, dans le lot, il va y avoir des trucs pertinents, et des trucs beaucoup moins pertinents, et parfois des trucs agressifs. Et là, c'est
très soft, hein. Après ça, on a le commentaire de Masscritique, auquel je voulais répondre. Donc Masscritique nous dit « L'émission s'appelle Pop Culture, pas très philo. Se concluant sur une ritournelle instrumentale insupportable, de la trappe, l'enfer, ce choix vous condamne sans phrase. Bref, beaucoup de choses à corriger. » Alors ça me fait sourire pour plusieurs raisons. La conclusion instrumentale de mes épisodes de Pop Culture, c'est absolument pas de la trappe, c'est un artiste qui s'appelle Lakey Inspired, ce serait plutôt du lo-fi ou à la limite de la chill pop, mais certainement pas de la trappe, et je pense que Masscritique a été piégé parce que en fait il a juste fait attention aux percussions. Ça c'est des débats un peu techniques de gens qui aiment bien la musique, mais effectivement les percussions, avec un kick très très fort, donc une grosse caisse très très forte, et beaucoup de coups sur le charlet sont un peu caractéristiques de la trappe, mais en fait non, Lakey Inspired, je vous mettrai les liens en description si ça vous intéresse, c'est pas du tout de la trappe ce qu'il fait. Au-delà de ça, même si j'avais mis de la trappe en conclusion, je vois pas trop en quoi ça me condamne, mais voilà, je trouvais ça étonnant, mais ce qui me paraît le plus important à dire par rapport à ce commentaire de Masscritique, c'est ce qu'il dit au début. L'émission s'appelle Pop Culture, pas très philo. Ça, je suis en désaccord total avec ça, et vraiment je me battrais ad vitam aeternam contre cette idée que la pop culture et la philo, c'est deux choses qui sont séparées. Tout ce que je voulais faire dans ce format, et je le fais assez rarement au final, et c'est ma faute, c'était montrer que justement, la philosophie, ça infuse tout, y compris la pop culture. Parce que oui, la philosophie, c'est présent dans tout. C'est présent dans nos débats de société, c'est présent dans nos débats sur la justice, sur la politique, c'est présent dans les arts, cinéma, télévision, etc., etc. Donc, il y en a partout, et c'est pour tout le monde. Vraiment. La philosophie, c'est pas un truc qui est réservé à une élite. C'est ça, le message central que je porte sur cette chaîne, c'est que tout le monde a intérêt à se pencher sur la philosophie, parce que ça nous concerne tous. On a tous des questions philosophiques qu'on va croiser à certains moments de nos vies. Donc vraiment, c'est quelque chose avec lequel je peux pas être d'accord. Quand je lis que pop culture, c'est pas très philo, non, vraiment, je t'encourage à revoir cette position, parce que je pense vraiment, sincèrement, que tu te trompes. Alors on a encore quelques commentaires après ça, qui sont, à mon avis, un peu plus intéressants. Et pour commencer, on a une discussion entre Joseph et Jojo Stalino, qui pose plusieurs questions intéressantes. Donc Joseph nous dit, l'argumentaire qu'il développe, donc il, c'est Baptiste Marchais et Julien Rochdy. Quant aux capacités humaines de s'enlever au déterminisme, voire de leur inexistence, ne peut-il pas être rapproché à un argumentaire sartrien aussi? Et là-dessus, donc, Jojo Stalino répond « Magnifique, le mérite est effectivement une des conséquences de la vision existentialiste du monde, vision réservée à des privilégiés, seul un intellectuel peut se permettre d'avancer, il faut imaginer Sisyphe heureux », donc ça c'est une référence à Camus. Ceci étant dit, dans la pensée chrétienne, le libre arbitre est un dogme, sans lui pas de choix et donc pas de bien et de mal. De même, la nature humaine y est décrite et est bonne, le mal étant sa perversion. Le libre arbitre dans la chrétienté étant le choix à chaque instant d'obéir à la nature comme décrite par Dieu et de rejeter la perversion de celle-ci. L'exemple de la sexualité est parlant, le rôle de la chose étant les enfants ou la perpétuation de l'espèce, toute autre chose étant perversion, même si la vision de l'église a évolué depuis. Donc c'est des commentaires qui sont assez intéressants, je trouve. Je suis pas sûr exactement de voir ce que tu veux dire, je pense qu'effectivement, on peut rapprocher certains aspects du discours existentialiste porté par Sartre d'une forme de défense du libre arbitre, parce que ce qui est important pour le courant existentialiste, c'est aussi justement notre capacité à nous déterminer nous-mêmes dans une certaine mesure. Alors pas exactement, mais en tout cas à nous juger nous-mêmes, je dirais plutôt. Mais je pense que c'est aussi des courants qui sont quand même influencés par Marx, et donc en ce sens-là, je relativiserai un peu. Par ailleurs, pour répondre un peu à Jojo Stalino, je te trouve dur avec Camus. Je suis pas sûr totalement que Il faut imaginer Sisyphe heureux, c'est forcément un truc de privilégié, de CSP+, de bourgeois, enfin voilà, on appellera ça comme on voudra. Évidemment, cela dit, là où je peux te rejoindre, c'est que c'est plus facile de dire ça quand on a un job qui est intéressant, ce qui était le cas de Camus, que quand on fait, je sais pas moi, la restauration rapide, quand on est magasinier. Donc là-dessus, je peux comprendre. Mais je pense que malgré tout, même quand on est vraiment prolo et qu'on a un job à la con payé au lance-pierre, on peut aussi imaginer Sisyphe heureux, je crois. Mais peut-être que j'ai tort là-dessus. En tout cas, je pense que Camus n'écrivait pas que pour des privilégiés. Enfin bref, passons au suivant. Après, on a un commentaire plus léger, mais pas inintéressant, de Tout et Rien, qui nous dit « J'entends déjà pérorer les droits tardés que le gauchiste Noé Jacomet ne peut s'empêcher d'exhumer les turpitudes les plus squalides qui tapissent l'intérieur étroit de son esprit valétudinaire. » Alors, il me semble intéressant parce que c'est quand même, en termes de vocabulaire, c'est quand même un commentaire de haut vol. Alors, juste une réflexion quand même. Moi, j'aime pas trop le terme droit tardé. Voilà, c'est quelque chose que j'essaie de pas employer parce que je trouve que ça sert pas trop le débat. Quand tu traites les droits tards de droits tardés, bah, ils ont pas envie de discuter avec toi. Voilà, c'est quelque chose que moi je dis sur la chaîne, et c'est un peu pour ça que je vous disais en début d'épisode qu'il y a certains commentaires qui me mettent mal à l'aise. Alors celui-là, ça va, c'est pas méchant, mais c'est vrai que je pense qu'il faut éviter ça au global. Cela étant dit, le reste du commentaire de Tout et Rien vaut pas mal le coup, je trouve, parce que, comme je vous l'ai dit, niveau vocabulaire, c'est assez balèze. Moi j'ai appris deux mots que je connaissais pas grâce à lui, qui sont squalide et valétudinaire, j'avais jamais vu ça. Squalide, je vous mettrai quelque part les définitions, mais en gros, squalide, c'est un truc un peu dégoûtant, un peu sale, et valétudinaire, c'est un adjectif qui désigne quelqu'un de un peu chétif, un peu maladif, un peu frêle, tout ça. Donc merci
remercie pour ça, même si voilà, je t'encourage à ne pas traiter les droitards de droitardés, je pense que ça sert pas à grand chose. Après ça, on a 2 commentaires qui me semblaient intéressants, et on approche de la fin, mais on a 2 commentaires qui me semblaient intéressants par rapport à des choses qu'on a dites plus tôt, qui sont celui de Fenzix et de PW. Donc Fenzix qui dit, donc il ironise un peu, il est pas trop d'accord avec ce que je dis, et qui nous dit, c'est pas un problème que Rushdie soit fasciste, n'aie pas peur de le définir politiquement, mais alors qu'il soit un mauvais philosophe, ça c'est pas tolérable. Cette séparation a pas lieu d'être, car essentialiste, la politique fait partie de la nature, à mon avis. Il y a peut-être un lien entre ses convictions politiques et comment il comprend la philosophie. T'as effleuré la question pourtant centrale, Spinoza s'intéresse à la politique il me semble, j'aurais aimé une analyse politico-philosophique de la pensée fasciste et le spinozisme par exemple. Pourquoi ça manque la philo à gauche? Peut-être car la droite cancelle des doumites. Après tu ne l'aimes pas donc bon. Et donc t'as une... Alors je vais répondre un peu à tout ça, mais PW, je te remercie, t'as fait un peu mon service après-vente, et donc je vais lire aussi ta réponse à toi qui me semble assez pertinente. Donc tu réponds, je pense que Jacomet a voulu dire qu'il allait débunker les propos de Rushdie sur la base de son argumentation philosophique et non sur son discours politique, qui sont toutefois liés, tu as raison. Pourquoi ça manque la philo à gauche? Peut-être car la droite cancelle les doumites, après tu ne l'aimes pas, nanana. J'ai pas compris sa vidéo comme ça, j'ai pas eu l'impression qu'il dise que la philo est absente à gauche, mais qu'il parlait plutôt du côté développement personnel, au sens positif du terme, qui pourrait se faire avec les armes de la philo et un discours de gauche. À gauche, on a parfois tendance à nier le fait qu'il y a toute une population, notamment jeune et masculine, en quête de sens et que la droite prend dans ses filets. Donc c'est exactement ça. Et je te remercie PW parce que du coup si la question se pose dans les commentaires, c'est que je l'ai mal exprimé. Donc PW, tu fais bien de clarifier, parce que c'est exactement ça que je voulais dire. Bien sûr qu'il y a plein de philo à gauche, il y a plein de chaînes qui parlent de philo, Doomit en fait partie, je sais pas pourquoi tu penses que je l'aime pas, parce que Doomit je l'aime plutôt bien, c'est quelqu'un avec... On s'est déjà vu en vrai, alors j'avais pas beaucoup de temps, mais on a quand même bu un verre en vrai, c'était très sympa. C'est quelqu'un avec qui j'avais échangé en privé, même quand on avait des accords, qui a été toujours très classe avec moi. Donc non, Doomit c'est quelqu'un que j'aime bien, et le fait que j'ai un désaccord avec lui sur Ouria Boutelja n'enlève rien au fait que dans 80% des cas, je pense, je suis d'accord avec son propos. Donc, enfin, il faut vraiment que vous fassiez attention, parce que c'est pas parce que vous voyez que 2 personnes ont un désaccord qu'elles s'aiment pas. On peut avoir des désaccords, et ça c'est aussi quelque chose qui me semble important et que je défends sur ma chaîne, c'est qu'on peut avoir des désaccords avec des gens, des accords politiques, et quand même être en bon terme avec eux, et aussi justement trouver les points de convergence qu'on a avec eux. Donc voilà, ne pense pas ça, parce que vraiment tu te trompes. Mais pour en revenir donc à la question du développement personnel, effectivement, c'est pas la philo qui manque à gauche, c'est le développement personnel qui manque à gauche, je trouve, et c'est quelque chose que, comme l'a très bien dit PW, il faut pas abandonner, parce que sinon on prend le risque que des influenceurs comme le Raptor, comme Papacito, Rushdie, Baptiste Marchais, on prend le risque que ces gens-là finalement récupèrent tout un tas de la jeunesse, notamment masculine comme tu le disais très bien, qui cherchent des repères, qui cherchent des conseils, et c'est normal quand on est jeune, garçon ou fille d'ailleurs, on a besoin de repères, on a besoin de conseils. Donc voilà, je pense que c'est important que la gauche joue aussi ce rôle, et c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. Sur le reste, Fendix, c'est pareil en fait, PW a très bien fait le service après-vente, parce que ce que je disais par rapport à Rushdie, c'est pas que ses opinions politiques me dérangent pas, ses opinions politiques me dérangent. Mais ce que j'essayais de dire, c'est que en fait, au-delà des considérations politiques, si on prend un peu de recul, au-delà de ça, Julien Rushdie ne parle pas de philosophie de manière rigoureuse. C'est ça que j'essayais de dire. Il faut bien comprendre que la raison pour laquelle j'attaque le débat par cet angle-là, c'est que mon objectif, c'est aussi de montrer à des gens qui justement écoutent Julien Rushdie, qu'en fait, Julien Rushdie, c'est pas toujours super sérieux. Et c'est pour ça que je suis aussi diplomate, c'est pas parce que genre je trouve pas que ses idées sont scandaleuses, évidemment que parler de sous-hommes, je trouve ça scandaleux, d'un point de vue éthique. Mais je pense que c'est pas le bon angle d'arriver et d'être scandalisé si tu veux convaincre des gens qui aiment bien le discours de Julien Rushdie, qu'en fait c'est pas terrible. Tu comprends ? C'est ça qui est important pour moi sur cette chaîne, et c'est pour ça que j'emploie ce ton-là. Et voilà, donc avec ça on arrive au bout de cette vidéo qui était un peu différente de ce que je fais d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu malgré tout. C'est vrai que c'est moins travaillé que ce que je fais en temps normal, mais comme je vous l'ai dit, j'avais moins de temps cette semaine. Cela dit, je pense que c'est pas un format qui est totalement inutile, parce que ça permet de clarifier certaines choses, et même, comme vous l'avez vu, de parler un petit peu de philo, donc voilà, ça me paraît pas débile totalement non plus. Quoi qu'il en soit, la semaine prochaine, on reprend les podcasts avec un épisode vraiment plus classique consacré au stoïcisme. On a commencé récemment une série sur le stoïcisme avec un épisode sur la relation entre Néron et Sénèque, et donc voilà, l'épisode qui sortira la semaine prochaine fera suite à celui-là. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à le regarder ou à l'écouter sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, etc. Et la semaine prochaine. Ciao.